salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour parler du choix de la caméra. Eh bien, si vous décidez d'acheter une caméra, comment faire le choix? Parce qu'il y en a tellement beaucoup de constructeurs qui proposent de très bonnes caméras avec de très très bonnes caractéristiques. Eh bien, quel choix vous devez faire? Quelle caméra vous devez acheter? Alors, dans cette vidéo, si vous êtes perdu, nous allons tenter de répondre à cette question. C'est parti. Alors, aujourd'hui, vous devez comprendre que le choix d'une caméra est déterminé par vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez tourner? Et quels sont vos besoins futurs? N'allez pas investir dans une caméra pour un projet unique, à moins que vous êtes prêt à le revendre, parce que vous ne savez pas ce que vous allez en faire plus tard. Si vous identifiez comme un réalisateur documentaire, par exemple, eh bien, le type de caméra que vous allez utiliser ne sera pas le même que si vous êtes un réalisateur de clips vidéo ou que si vous êtes un réalisateur de science-fiction, par exemple. Le premier élément qui déjà va être déterminer le choix de la caméra est l'ergonomie. Vous devez savoir que une caméra va vous accompagner pendant de longues sessions, de longues heures de tournage. Donc, si elle n'a pas une ergonomie qui correspond à votre besoin de tournage, eh bien, vous allez vous fatiguer, soit déjà parce que vous allez vous épuiser durant le tournage et ce ne sera pas très rentable pour vous, ok? Et en étant épuisé, vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même, c'est normal. Alors, premier élément, c'est l'ergonomie. Si vous faites du documentaire, par exemple, ok, ça dit que vous n'êtes pas... Ça dépend du type de documentaire que vous faites, mais généralement, le documentaire, c'est des interviews, tout ça. Donc, c'est des tournages qui se font dans des cadres et des conditions beaucoup plus contrôlées. Donc, vous êtes généralement sur des trépieds. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de porter la caméra pendant des heures. Dans ce cas de figure, vous partez sur une configuration avec une ergonomie comme la FX6 ou la Pixis 6K par exemple qui vient de sortir. Franchement, c'est l'idéal, ok? Cette configuration répond très bien au documentaire. Vous pouvez aussi partir sur disons des caméras qui ont des objectifs qui ne sont pas interchangeables. Donc, en gros, des caméras avec des objectifs qui sont déjà condamnés, ok? Mais qui ont une large plage focale. Donc, ça vous permet de partir d'un grand zoom à un petit zoom. Ça vous évite de transporter 10, 50 objectifs dans votre valise. C'est la même caméra, vous la posez, vous augmentez votre zoom, vous diminuez votre zoom. Et voilà, vous avez tous les réglages qu'il faut sur la caméra et vous tournez. Donc, pour ce cas de figure, effectivement, le form factor de la FX6 ou de la Pixie 6K, elle est idéale. Ensuite, si par exemple vous êtes dans le clip vidéo ou voilà, vous avez besoin d'une caméra qui est légère, qui est petite, ok, parce que vous aurez généralement fait beaucoup de mouvements, tout ce que vous voulez, donc vous allez forcément monter sur un stabilisateur. Et si la caméra pèse trop lourd, vous allez être très très vite fatigué. Alors, partez sur des caméras qui ont un form factor qui ressemble un peu à celle des boîtiers réflexes, style Canon 5D, tout ce que vous voulez, Sony FX3, Sony A7S3. Ok, d'accord. Donc, c'est le form factor que je vous recommande. Bien, après le form factor de la caméra, le deuxième élément, eh bien, c'est ce que j'appellerais le menu. Le menu d'une caméra, il y a plusieurs constructeurs. Hein. Vous avez Nikon, Panasonic, Sony, vous avez Blackmagic, vous avez Fujifilm, vous avez Zcam, vous avez Red, il y en a tellement. Et généralement, bien sûr, si c'est votre caméra, vous aurez l'habitude de l'utiliser, donc vous allez vous habituer au menu. Mais en tournage, vous savez qu'on n'a pas tout le temps le temps. Donc, il faut généralement pré-régler certains réglages spécifiques sur sa caméra pour pouvoir avoir accès facilement et tourner efficacement. Donc, c'est très important de pouvoir tenir compte de ces éléments-là dans le choix de sa caméra. Donc, le menu joue un rôle très important. Si le menu n'est pas très intuitif pour vous, eh bien, ce ne sera pas très, très intéressant. OK? Donc, vous devez tenir compte de cet élément en choisissant votre caméra. D'autres préfèrent le menu de Blackmagic, d'autres préfèrent le menu de Sony. Voilà, chacun a ses goûts et voilà. Troisième élément, c'est le budget. Quel est votre budget? Et je pense même qu'il devait être classé en premier élément. Le budget, c'est les moyens que vous avez pour acheter une caméra. OK? Si, par exemple, vous recherchez les caméras Sony, vous savez que vous avez les moyens. Parce que Sony, généralement, les boîtiers Sony sont quand même assez chers et les objectifs aussi sont chers.
Et Sony aussi a d'autres contraintes dont je parlerai plus tard. Donc, quand vous allez dans l'univers Sony, vous devez être prêt à mettre la main à la poche. Bien sûr, vous ne serez pas déçu, vous aurez de très belles images. Vous aurez, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, donc vous serez satisfait. Mais vous devez être prêt à mettre la main à la poche pour avoir ce que vous voulez. Les caméras qui sont reconnues pour leur rapport qualité-prix, eh bien, vous avez Panasonic, ok, qui a un rapport qualité-prix très intéressant. Vous avez la S5 II, ok, qui est sortie, qui est un capteur full frame, ok, et qui a aussi beaucoup de capacités, de fonctions. Ce qui lui est généralement reproché à Panasonic, eh bien, c'est tout simplement leur module de mise au point. Donc, le système de focus, infrarouge qui n'est pas très, très intéressant. Ok. Et ensuite, vous avez Blackmagic aussi qui donne beaucoup, généralement, mais qui ne prend pas beaucoup d'argent. Ce qui est intéressant chez Blackmagic, vous avez un grand écran, vous avez la possibilité de tourner en interne du RAW, ce qui n'est pas le cas chez les autres constructeurs. Chez les autres constructeurs, si vous voulez avoir du RAW en interne, c'est même pas possible en interne. Vous êtes obligé d'avoir un Atomos Ninja qui n'est rien d'autre qu'un moniteur externe qui vous permet de sortir, qui va récupérer en gros directement depuis le processeur de la caméra le flux d'images et vous le transmettre en RAW, en brut. Sinon, ce n'est pas possible autrement. Vous pouvez aussi utiliser le moniteur de Blackmagic aussi pour sortir du B-RAW. Ok, mais sinon, autrement, en interne, seul Blackmagic dans le grand public propose du RAW en interne. En tout cas, grand public, hein, quand je dis grand public très connu. Zcam aussi le fait. Zcam aussi propose du RAW. Il y a du Z, ils proposent leur RAW. Mais la plupart des constructeurs, généralement, ne proposent pas du RAW en interne. Ok, donc c'est un avantage. Et il y a plein d'autres fonctions derrière Blackmagic qui font que le boîtier va vous donner beaucoup de choses, mais pas trop cher. Les contraintes de Blackmagic, généralement, ce qu'on lui reprochait avant, c'est la forme du boîtier, ok, l'autonomie de la batterie qui est très petite, mais aujourd'hui, ils ont réglé ça avec la P6K, qui est un boîtier beaucoup plus orienté cinéma, avec une belle autonomie à cause de la batterie qu'elle prend déjà nativement. Donc, je pense qu'ils ont quand même résolu ces problèmes-là. Donc, je pense que c'est quand même un choix intéressant, ok, pour ceux qui veulent faire du documentaire, du clip et tout ce que vous voulez. Encore du clip, moins du cinéma. Je préfère encore dire du cinéma et du documentaire. Pour le clip, bon, voilà, c'est intéressant, mais pour le poids que ça fait, eh bien, je pense que vous allez très vite être essoufflé. Ensuite, vous avez Fujifilm. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'investir qui ne veulent pas être surchargés par le poids, Fujifilm généralement est doué dans les capteurs APS-C, donc les petits capteurs, pas forcément trop petits, mais à un sens qui est quand même très intéressant. Donc Fujifilm aussi propose des boîtiers qui ont très bon rendu d'image, mais derrière, eh bien, l'avantage, c'est que vous avez un boîtier qui sera accessible, ok, par rapport déjà au prix. C'est pas trop cher, ok, mais en même temps, les objectifs qu'elle embarque, ces objectifs quand même, c'est pas toujours donné, hein. Les objectifs ne sont pas vraiment moins chers, mais comparé à des objectifs full frame de Sony ou de Canon, ça reste quand même très très contenu et accessible. Ensuite, vous avez plein d'autres constructeurs, ok, comme Zcam et autres. Zcam, le problème de Zcam, c'est vraiment une caméra, vous l'achetez, vous devez réinvestir encore beaucoup d'argent derrière pour l'accessoiriser. Et vous avez aussi Sony, ok, Sony avec ses boîtiers qui sont chers, comme je l'ai dit plus tôt, mais qui vont vous faire dépenser encore beaucoup plus d'argent derrière. Voilà, donc pour ce qui est du prix, vous devez prévoir ou avoir à l'esprit que vous achetez une caméra tout de suite, mais derrière, vous achetez votre boîtier. Tout ce que vous allez acheter pour l'accessoiriser derrière, il ne faudrait pas que ça vous coûte une blinde. Si vous êtes prêt, vous avez le budget, vous devez comprendre que ça va vous coûter un peu la peau des fesses. Si vous voulez obtenir la meilleure image de Sony, vous devez savoir que vous achetez votre boîtier, je ne sais pas, à 5 000 € ou à 4 000 €. Derrière, vous allez dépenser pratiquement le même prix pour avoir tous les accessoires qu'il faut. Ok. Autrement dit aussi le moniteur, l'Atomos par exemple, qui va vous permettre d'exploiter la pleine puissance du boîtier Sony, ok, pour vous donner la plage dynamique
pleine puissance de la plage dynamique et de la puissance colorimétrique du boîtier pour que vous puissiez faire un bon étalonnage. Ce qui est aussi intéressant chez Blackmagic, c'est qu'ils sont non seulement le constructeur de la caméra, mais c'est eux aussi qui proposent le logiciel d'étalonnage. OK? Et généralement, ils sont réputés pour ça. Troisième élément qui est très important dans le choix de la caméra, eh bien, troisième élément qui est très important dans le choix de votre caméra lorsque vous allez l'acheter, eh bien, c'est la science colorimétrique. La science colorimétrique est très importante parce que, vous savez, on a beau dire, bien sûr, dans les logiciels d'édition de couleurs comme DaVinci Resolve, vous avez la possibilité de tourner, OK, de tourner avec votre caméra dans un format donné, enregistrer les images et, disons, dire au logiciel ou bien faire croire au logiciel d'étalonnage que vous avez tourné avec une autre caméra. C'est par exemple, je donne un exemple très simple. Je décide de tourner avec mon téléphone, OK, qui enregistre des images en 4,208 bits. Donc, ce n'est pas des images qui sont très, très riches en informations. Et maintenant, lors de l'étalonnage, je dis au logiciel que j'ai plutôt tourné avec une RAID ou une ARRI Alexa, OK, dans tel format. Donc, ce qui fait que le logiciel, lui, il va interpréter les images comme si elles étaient tournées avec ces caméras-là. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir un rendu d'image qui va se rapprocher de ce que ces caméras vont vous donner, sans pour autant avoir le même résultat, parce que ces caméras, c'est pas pareil, c'est pas le même format, c'est pas la même taille de capteur. Vous, la plupart des caméras, généralement, vous êtes dans le 12 bits, OK. Généralement, la plupart du temps, c'est du 12 bits dans les couleurs et tout ça. Alors, ou bien même du 8 bits des fois, surtout chez la gamme Panasonic, chez H, OK. Et dans ces conditions, quand vous allez fournir du 10 bits de couleur ou du 12 bits de couleur, OK, dans des formats 4.2.2, alors qu'avec une ARRI, vous pouvez tourner jusqu'en ProRes 4.4.4 et que vous avez une densité d'informations de couleurs données qui est très, très élevée, vous allez vous rendre compte tout simplement que lorsque vous allez étalonner, vous allez vous rapprocher, mais ce ne sera pas pareil parce que de l'autre côté, si vous amenez réellement les images, vous allez pouvoir exploiter, vous aurez beaucoup plus de nuances de couleurs, beaucoup plus de teintes, vous aurez beaucoup plus de tons, OK. Et la science colorimétrique de ces caméras de cinéma n'est pas la même que celle qu'offrent les caméras grand public. Donc, vous allez vous rapprocher de ce que fournissent ces caméras, OK, sans pour autant avoir le même rendu. Voilà, donc c'est très très important de tenir compte de ces éléments-là lorsque vous allez vouloir acquérir votre caméra. Sony a une licence de couleur qui se rapproche en gros de ce qui se fait, ce qui est habitué aux caméras de cinéma parce qu'ils ont construit leur caméra Sony Venice qui est leur caméra de cinéma et ils ont essayé de faire une correspondance de couleur avec entre leur caméra cinéma et leur caméra grand public. Voilà, qui pour la gamme cinéma n'est rien d'autre que pour le bas de l'échelle, la FX3 qui peut être considérée comme une crash cam de Sony. Donc, si vous tournez avec ça, pour des scènes de films d'horreur, tout ce que vous voulez, du clip, voilà, l'œil humain, des images qui sont très belles, les couleurs, tout ça, c'est beau. Sony a une sens de couleur très intéressante, ok? Voilà, ils ont eu le temps de travailler, d'améliorer ça. Blackmagic, généralement, est très, très doué pour ce qui est du naturel et de la carnation. Donc, les peaux, la restitution de la teinte chair, franchement, ils ont beaucoup travaillé dessus. Donc, avec une Blackmagic, vous aurez une image beaucoup plus naturellement cinématographique avec ce qu'elle apporte, mais qui va se rapprocher du réel au maximum. Fujifilm aussi a son caractère d'image, ok, de restitution d'étalonnage ou de science colorimétrique qui se rapproche en gros de ce que fait une pellicule. Parce que Fujifilm à la base aussi fabriquait des pellicules. Donc, ils ont essayé d'intégrer en fait cette science colorimétrique que restituaient leurs pellicules dans leurs images. Donc, vous aurez une image beaucoup plus cinématographique avec un Fujifilm. Et vous avez Panasonic aussi qui n'est pas en reste. Ok, Canon aussi qui n'est pas en reste. Vous avez tous ces constructeurs qui vont vous fournir des images cinématographiques. Bon, chacun a ses préférences. Ok, voilà. Maintenant, quatrième élément qui est très très important, c'est la plage dynamique. Vous achetez une caméra, vous devez savoir que est-ce que vous prévoyez tourner souvent dans des conditions de faible luminosité ou tourner dans des conditions de forte luminosité.
Les champions en la matière aujourd'hui, c'est connu partout dans le monde entier, c'est Sony. Les caméras qui proposent la meilleure plage dynamique aujourd'hui sur Terre, en tout cas, quand je dis grand public, c'est Sony. Ils ont la meilleure plage dynamique, sauf chez les Harry, quand on monte dans la gamme cinéma où voilà, Harry a un petit pas d'avance, sinon c'est Sony. Ok, donc avec une Sony, vous avez l'avantage d'économiser dans le pack lumière, vous avez plus d'ouverture créative parce que vous pouvez, avec de petites lumières, faire de très bons types d'éclairage et les images naturellement seront très belles. Donc c'est la force de Sony, donc la plage dynamique. Blackmagic généralement propose cette caméra avec une plage dynamique qui va dans l'ordre de 13 stop de diaph. Bon, c'est ce que les constructeurs annoncent. C'est pas toujours ça, ça peut être 12, 50 et tout, ça dépend. Voilà. Et Sony, généralement, une plage dynamique, voilà, qui va plafonner dans les 14, 15, voilà. Ça dépend de, voilà, du boîtier que vous allez avoir et tout. Donc, c'est très, très important de prendre cela en compte lorsque vous allez aussi acheter votre boîtier. Et pour finir aussi, la taille du capteur. Mais je pense que les constructeurs généralement proposent des capteurs, des boîtiers avec différentes tailles de capteurs à leurs consommateurs. Donc voilà, la taille du capteur, généralement, à mon avis, ne doit pas définir le constructeur chez qui vous allez acheter votre caméra. Ok, elle peut définir vos besoins. Sachant que j'ai déjà quand même mentionné plus tôt dans une vidéo que la taille de capteur ne définit pas le bokeh que vous allez avoir. Tout dépend des réglages que vous faites et de l'objectif que vous avez. Voilà, donc du coup, nous arrivons au terme de la vidéo. Je pense que je vous ai quand même assez éclairé sur les éléments qu'il vous faut pour choisir votre caméra, votre future caméra. Alors, si vous avez adoré la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, ok, et à partager la vidéo pour que nous soyons nombreux à grandir dans cette belle communauté. Sur ce, à plus.